monde. Bonjour David. Salut Est-ce que Aurore. comment tu vas? Bah écoute, je vais bien. Je suis en pleine forme. Super J'ai pris un contente de te gros coup de retrouver soleil hier, aujourd'hui. mais ça va. Comment? J'ai pris un gros coup de soleil hier, mais ça va. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est bien. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Avant qu'on démarre, on va se laisser une petite minute le temps que tout le monde rentre dans la salle, enfin qu'un maximum de monde puisse nous rejoindre. Est-ce que vous pouvez juste nous faire un petit coucou dans le chat pour nous dire que vous recevez bien la connexion, vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien. Nous noter également de quel coin vous venez parce qu'on est dans une un peu spéciale, la semaine des entrepreneurs francophones, organisée par Time for Biz et propulsée par i24 News qui nous a fait le plaisir de nous suivre dans ce projet fou. Et puis également, merci, un grand merci à toi, David, pour ta Bah, merci. présence, pour avoir dit oui tout de suite. C'est-à-dire qu'on a réussi, enfin, en l'espace de très peu de temps, à organiser cette visio avec toi, ce moment privilégié, ce moment intime entre nous. Et enfin, très intime, on est à peu près 2200, 2000, je ne sais plus exactement, un peu plus de 2000 inscrits, donc très intime entre nous, Ouais, c'est un pour team parler d'un universel. sujet. Comment? C'est un team universel. C'est un team universel, exactement. Pour parler d'un sujet qui, bah, je pense, touche tous les dirigeants qui vont nous regarder, toutes les personnes qui sont susceptibles d'avoir justement ce moment de grande solitude, en fait, quand on doit prendre notre parole en public. On va aborder justement ce thème de comment se débrouiller, comment faire quand on doit prendre la parole face à un parterre de dirigeants, face à un public plus ou moins important, également sur les réseaux sociaux, parce que c'est très important aujourd'hui de prendre également la parole sur les réseaux sociaux pour se faire connaître, pour crédibiliser son entreprise et effectivement se faire reconnaître. Alors David, juste, voilà, on va lancer un petit peu le sujet tranquillement. Juste, t'es formateur de coach, tu es neuroscientifique, tu es auteur de plusieurs livres, coach stratégique, hypnothérapeute, expert en neurosciences, conférencier dans tous les pays francophones, tu interviens sur plusieurs émissions de TV, tu as accompagné de nombreux sportifs, des équipes de haut niveau, championnats du monde, olympiques. David, clairement, euh, comme on dit, parlons peu, parlons bien. Comment tu fais? C'est quoi ton secret? Est-ce que c'est inné chez toi? Est-ce que tu es né comme ça? Tu es tombé en fait dans la marmite du super speaker, de la personne qui sait s'exprimer en public hyper naturellement? Bon, moi j'ai ma petite idée, on a eu une petite discussion il y a 2 jours, hein. Tu m'as évoqué le fait que tu as été quand même relativement timide pendant un certain temps. Est-ce que tu peux Non, nous mais en fait, donner c'est pas vrai, j'ai un don. J'ai un don. un don? Non, c'est pas vrai. Non, non, j'ai pas de don. Non, non. Dans mon passé d'enfant, mon souvenir d'enfant jusqu'à presque à l'adolescence, c'est quand même une énorme angoisse vis-à-vis du public. Alors, pas vis-à-vis des personnes. Et moi, j'ai toujours été proche des personnes et justement, bah, comme la plupart des timides, en fait, euh, t'aimes bien avoir des relations un petit peu plus fortes avec les gens parce que en one-to-one, ça va. Mais dès que ça passait deux, trois personnes, c'était une angoisse totale. Voilà, totale. Et j'ai pas obligatoirement des bons souvenirs de mon enfance à cause de ça. Parce qu'en plus, moi, j'avais un problème, c'est que j'avais un frère jumeau, enfin, je l'ai toujours, et j'avais un frère jumeau qui était en face de moi, lui, hyper à l'aise. C'était tout le contraire. Donc d'abord, il y a tout un environnement qui te renvoyait, qui disait, bah regarde ton frère, lui, il est bien, pourquoi tu ne l'es pas? Donc tu avais un espèce de mini-moi, tu vois, miroir à côté. Et lui, pour lui, tout allait bien. Et pour moi, c'était une angoisse. Donc non, là, mes premiers rapports avec la prise de parole en public, et notamment le fait de parler devant d'autres personnes, ça a toujours été quelque chose d'hyper, hyper, hyper angoissant pour moi. Voilà. Waouh, Et, ok. Alors aujourd'hui, tu attires les foules, tu fais des conférences à travers le monde, ouais. tu embarques en fait ton auditoire, tu es quand même quelqu'un qui a une aura, un charisme. Enfin, moi, je te suis régulièrement à titre personnel et je vois que je suis pas la seule apparemment parce qu'on est très nombreux à être venus aujourd'hui. Mhm. Je te suis régulièrement sur YouTube, je te suis sur les réseaux sociaux de façon très assidue. Je regarde un petit peu comment tu t'exprimes parce que c'est extrêmement enrichissant au quotidien pour moi et je pense qu'on est nombreux à penser la même chose. Concrètement, pour tous les timides en fait qui sont derrière ce webinaire que nous sommes, est-ce que tu as des voilà comment en fait tu as eu un déclic? Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans le cadre de ton évolution pour que tu en arrives à sortir le meilleur de toi-même en conférence, que ce soit en petite conférence, en grande conférence d'ailleurs avec des milliers de personnes, ou même sur les réseaux sociaux pour réussir à capter l'attention de ton auditoire? Alors, euh,
la vie m'a obligé à donner une formation. Voilà. En clair, il y a un homme qui m'a formé, pour qui j'avais beaucoup d'amour, qui nous a quittés beaucoup trop tôt, qui s'appelait Will Jefferson. Moi, à l'époque, je suis au Canada. Et quand il décède, je ne suis pas du tout destiné, et je n'ai même pas abordé l'idée de parler en public. Moi, je suis un jeune adulte à ce moment-là, et mon orientation, ça va être plus d'essayer de me planquer derrière des microscopes ou des IRMF. Mais il va partir, et quand j'ai demandé à son épouse « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Elle m'a dit « Écoute, voilà, un petit service. » Il avait vendu à la communauté européenne une formation sur le management et le coaching. Et il a demandé 50% de la facturation. Il a dépensé pour ce qui va lui permettre d'avoir l'accident. Enfin bref. Mais elle me dit, le problème, c'est que si personne donne la formation, je dois la rembourser et je n'en ai pas les moyens. Et donc, comme il pensait à toi pour prendre la relève, est-ce que tu accepterais de donner cette formation? Et mon premier réflexe, c'était de dire non, parce que je m'en sentais pas, j'en avais pas le courage. Je pensais pas en avoir les capacités. Mais je lui dis, écoute, je vais essayer de te trouver une solution. Et quand je suis rentré vers mon hôtel, j'ai été épris d'une culpabilité énorme. Je me suis insulté. Et je me suis dit, je ne peux pas laisser cette femme comme ça, alors que son mari m'a tout donné. Je ne peux pas la laisser comme ça. Donc je l'ai rappelé, je lui ai dit, écoute, on ne leur a pas dit qu'il devait avoir un super formateur. On leur a dit qu'il devait avoir un formateur. Écoute, je vais faire de mon mieux. Ça va être l'angoisse de ma vie, mais écoute, je vais le faire parce que je ne peux pas te laisser comme ça. Et du coup, je me suis retrouvé avec des personnes qui étaient bien plus âgées que moi. La plupart d'entre eux avaient plus de 50 ans à l'époque. Et moi, c'était ma première formation. Et tous étaient des personnes qui étaient rompues au management, avec des postes à haute responsabilité, et s'attendaient à voir quelqu'un de très haut niveau, parce que Will était vraiment quelqu'un de très, très haut niveau. Et là, la seule chose derrière laquelle je pouvais me planquer, parce que c'est vraiment le mot, c'était mes compétences techniques, ou en neurosciences, ou en psychologie. Mais franchement, c'est simple, le midi, à l'heure du déjeuner, j'allais me changer pour changer ma chemise, tellement je suais, en fait. Des gouttes dans le dos. Non, mais j'avais pris une veste, et j'avais même mis un petit gilet, tu sais, bleu marine, pour voir rien. Mais écoute, je sais pas, j'étais en sueur, j'étais vraiment pas bien. Vraiment pas bien. À mon avis, je devais fabriquer de l'huile. Tu vois le truc, vraiment le truc. Ah ouais, quand même. Ah, vraiment. Et à la fin des premiers 3 jours, c'était chaque mois, pendant 9 mois. Chaque mois, on avait 3 jours de formation. Okay. Et à la fin des premiers 3 jours, quand j'ai fait le premier débrief, le débrief a été une catastrophe totale. Mais vraiment. En fait, je me suis fait défoncer. Ils m'ont dit un truc intéressant. Ils m'ont dit, écoute, sur le fond, il n'y a rien à dire. Les réponses que tu donnes sont d'un pointu, et on sent que tu maîtrises la psychologie, le cerveau, machin. Mais par contre, sur la forme, ça ne va pas du tout. C'est pas structuré. Tu trembles. Et il y a un monsieur qui est venu me voir et qui m'a dit, c'est dommage, parce que quand on voit la qualité de ce qu'il y a au fond, c'est dommage que tu n'aies pas travaillé la forme. Et donc, je leur ai expliqué la situation, que je remplaçais au pied levé une personne qui était morte et tout ça. Bon, ils l'ont bien compris, ils ont été intelligents et ils ont été bienveillants. Oui. Et un d'entre eux m'a dit, écoute, si ça t'intéresse et que tu veux travailler ça, moi, je travaille avec des super conférenciers qui travaillent au sein de notre administration. Et si tu veux, je vais leur demander s'ils ne peuvent pas te donner des conseils. Et ces 2 conférenciers ont fait plus que me donner des conseils. Ils m'ont accompagné. Et là, à l'époque, on parle de Hervé Serriex et Christian Lemoine, 2 très, très, très grosses pointures dans les années 95 de la prise de parole en public. C'était les meilleurs conférenciers, c'était ceux qui facturaient le plus en France. Voilà. À l'époque, chacune de leurs conférences était facturée entre 50 000 francs et 100 000 francs. Il faut remettre ça dans le contexte. C'était le prix d'un appartement, quoi. Okay, donc, ils travaillaient qu'avec les grandes puissances. Et donc, j'ai commencé à travailler ça. Je me suis bouffé tous les conférenciers du monde. Dès qu'il y en avait un qui me touchait, j'essayais de l'analyser. Donc, j'analysais vraiment son engagement verbal, j'analysais son entrée, ce qui faisait que, il pouvait
interpeller les personnes. J'ai beaucoup analysé les personnes qui faisaient du stand-up aussi. Parce que le stand-up, c'est très compliqué, faire rire, c'est compliqué. Et en même temps, c'est l'une des choses les plus importantes pour maintenir un public sur la durée, pour le Donc en fait, tu stimuler t'es aussi. auto-formé? Tu t'es vraiment auto-formé en fait sur le Oui, terrain? j'ai pas eu le choix parce qu'à l'époque, il y avait une formation chez Dale Carnegie sur la prise de parole en public. J'y suis allé, mais c'était tellement loin de mes préoccupations. On me donnait beaucoup de choses techniques. Et moi, ce qui posait problème, c'était pas la technique, c'était ma confiance. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que dès que je leur disais, OK, non, mais structurer une conférence, franchement, j'étais déjà psychologue, j'avais plein de choses dans les mains, quoi, tu vois. Je savais faire. Mais c'était pas la structure qui me posait problème, c'était le fait que je me sentais mal à l'aise, tout simplement, et que j'avais peur de ce regard, de ce jugement, que mon état émotionnel, mon état interne, il était pas bon. Et ce genre de formation, quand on pensait et considérait qu'en ne faisant que travailler sur la préparation technique, ça suffirait, mais ça suffisait pas. Et donc j'ai bien senti que quoi qu'ils arrivent, ils ne pourraient pas m'apporter ce dont j'avais besoin. Et c'était le cas. Ils m'ont pas apporté ce dont j'avais besoin. Donc il fallait que je me forme par moi-même. Voilà. Et ça a été génial en fait. Ça a été génial parce que cette difficulté de vie m'a permis de comprendre que finalement, on a beaucoup de peur, mais à partir du moment où on décide d'être authentique et de se jeter dans le bain et de se dire, bon, quoi qu'il arrive, bah, je mourrai pas. Je mourrai pas. Et mon intention, elle est super bonne. Voilà. Si votre intention, quand vous faites de la prise de parole en public, c'est d'impacter les gens, d'impacter le monde et de vous dire, voilà, quand je vais sortir tout à l'heure, d'une façon ou d'une autre, je vais rendre le monde et les personnes que j'ai côtoyées meilleures. Si votre intention de base, c'est celle-ci, et qu'ensuite vous avez une deuxième intention très importante, c'est de vous autoriser à mettre du charme. Voilà. C'est-à-dire que le simple fait, par exemple, quand j'ai travaillé avec... parce qu'après que j'ai commencé à donner des conférences et que j'ai vu que ça marchait super bien, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait un monde en face de moi qui avait besoin de la prise de parole en public. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on regarde bien, et le corona a surpropulsé aussi ce système, c'est qu'on a vraiment besoin d'apprendre cette compétence clé. Parce que finalement, regarde ce qu'on est en train de faire là, toi et moi, on est en train de parler en public. OK? Alors, certes, on ne les voit pas obligatoirement et parfois ça peut être un petit peu plus simple, mais c'est exactement la même chose. Je dois impacter un public qui est virtuel ou pas. Après, si je parle sur les réseaux sociaux, c'est un autre public, mais ça peut être le même. Après, si je donne des conférences ou je me présente dans une soirée business telle que celle que tu organises, je dois encore me présenter. Donc, on s'aperçoit que c'est une compétence clé. Et je me suis rendu compte à plein d'égards que énormément de personnes avaient besoin de ça, mais très peu avaient reçu une bonne formation et que les formations qui, dans le domaine, n'étaient pas appropriées. Par exemple, je te donne un exemple. Moi, j'ai vu des formations où ce sont souvent des anciens acteurs qui donnent ça. Et donc, en fait, ils vous demandent d'appréhender la scène comme un acteur. Mais l'acteur, il est centré sur lui, en fait. Il n'est pas centré sur son public. Alors que quand on donne une conférence, l'intention, elle est complètement différente. Elle n'est pas d'être centrée sur moi et ce que j'ai à transmettre, c'est d'être centré sur la création d'une interaction entre des personnes qui sont en face de moi et le message qui va passer. Et juste ça, cette différence-là, elle est énorme. Parce que quand vous faites des formations de prise de parole en public, la plupart du temps, ils vont vous faire des choses incroyables, genre, ils vont vous faire imaginer que vous êtes un personnage ou des choses comme ça. Non, quoi. Non. Pourquoi jouer quelqu'un d'autre? Ce qui est intéressant, c'est qui tu es. Ce qui est intéressant, c'est la personne que tu es. C'est ton parcours, c'est toutes tes blessures, tes réussites. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas que tu joues un personnage. Et c'est pour ça que toutes les méthodes de prise de parole en public, la plupart du temps, elles ne fonctionnent pas parce qu'on vous demande de jouer un rôle. Mais c'est un métier d'être comédien, c'est un métier d'être un acteur. Et moi, je ne suis pas un acteur. Si tu me demandes de faire l'acting, ça va être une catastrophe. Mais par contre, si tu me demandes de parler avec authenticité de ce que j'aime, de ce qui me passionne et de ce qui peut permettre aux personnes de passer à un niveau supérieur dans leur vie, là, je vais être sur mon terrain. Et comme je suis sur mon terrain et si je le fais avec authenticité et que je m'autorise à mettre du charme et que mon intention elle est bonne, c'est là où je vais captiver les gens. Voilà. Ok, ça, très clair. Alors, on dit souvent que justement, ce qui sort du cœur rentre dans les cœurs.
Là, c'est un peu ce que tu es en train de faire avec nous, parce que tu sors, on sent que tu parles vraiment avec passion, encore une fois. Tu vois, là, en l'espace de 30 secondes, tu nous captives déjà. Moi, j'ai une question en fait qui me vient, c'est comment on fait, voilà, pour tous ceux qui nous écoutent là et qui ont besoin de prendre la parole en public, que ce soit devant des personnes, des salariés, que ce soit devant un parterre de dirigeants ou comme ça sur les réseaux sociaux, c'est quoi la clé en fait immédiatement en fait pour rentrer dans le vif du sujet, réussir à lancer son sujet et tout de suite réussir à captiver l'audience. Est-ce qu'il faut se préparer pendant un long moment auparavant? Est-ce qu'il y a un système? Je ne sais pas. Enfin, tu nous as dit tout à l'heure que tu avais des gouttes comme ça dans le dos au début. Ouais. Je pense qu'on est plusieurs à être dans le même cas. On a tous le trac. Il y en a même que ça paralyse. Ils n'arrivent même pas à aligner 3 mots. Donc, c'est pas évident, en fait. On en vient à trembler et à se dire non, mais je vais jamais y arriver. Et puis, effectivement, il faut être dans le don de ce que tu disais tout à l'heure, dans le don de soi plus que dans l'image de soi, de ce que je comprends, et être vraiment très authentique, ne pas se travestir. Donc, comment, en fait, direct, on peut, en faisant abstraction de ces mains moites et de ce cœur qui palpite, comment on peut faire pour aller de l'avant et franchir ce cap? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a quelque chose qu'on appelle le triangle d'un grand discours. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué à force. J'ai remarqué avec l'expérience, ok, parce que j'ai été confronté aussi à des moments de solitude sur scène, tu vois. Et en fait, il faut comprendre que chaque fois que vous montez sur scène, votre succès ou votre échec, il va dépendre de 3 éléments. 3 éléments qui sont clés. Le cadre, la prestation et le contenu. Le cadre, la prestation et le contenu. Ok. Alors, le contenu, c'est ce que vous pourriez balancer sur une feuille de papier si je vous demandais de faire un discours, par exemple. Ça comprend les histoires que vous allez raconter, la structure de votre discours, toutes les stats que vous allez utiliser, toutes les citations sur lesquelles vous allez vous appuyer, tous les faits que vous allez mettre en avant et que vous allez utiliser pour appuyer et renforcer le message. D'accord? L'exécution, c'est ce que vous faites avec votre corps et votre voix sur scène. Alors, vous pouvez bouger, vous pouvez faire des gestes, vous pouvez parfois rester immobile. Il y en a qui vont rester derrière un pupitre, d'autres qui vont avoir le besoin de bouger. Ok. Vous pouvez faire appel à différents volumes de votre voix, différents tons, différentes émotions. Ça va être l'exécution. Et puis le cadre, c'est tout ce qui se passe avant votre discours. Et j'ai envie de dire tout ce qui échappe à votre contrôle une fois que vous avez commencé à parler. D'accord? Ok. Donc, ça peut être la pièce dans laquelle vous êtes. Ça peut être, vous avez oublié vos clés dans la poche. OK? Et quand vous marchez, ça fait un boucan du diable. OK? Ou des pièces de monnaie. C'est arrivé. OK? Ça peut être Ça t'est votre... arrivé? Ça Ouais, t'est ouais, arrivé? Oui, oui, c'est ça du m'est arrivé. vécu? Oui, oui, tout ce que je dis, c'est vécu. Ok. Ça peut être ton humeur massacrante parce que ou tu viens de t'engueuler avec quelqu'un ou tu as vu quelque chose qui t'a très contrarié juste avant. OK? Ça Ok. peut être des pensées qui traversent ton esprit. OK? Ou qui traversent l'esprit des membres du public avant que tu commences à parler. Ça peut être aussi les vêtements que tu portes. OK? Et en fait, il faut comprendre que chacun de ces 3 éléments-là, c'est le côté d'un triangle. D'accord? Plus vous êtes performant, et notamment plus vous êtes performant dans un domaine particulier, plus le côté correspondant sera grand. OK? Maintenant, vous devez comprendre que votre succès ou votre échec, il va dépendre entièrement de la zone de ce triangle. Si la surface, elle est grande, vous ne posez pas la question succès assuré. OK? Si la surface, elle est petite, quoi qu'il arrive, vous allez prendre cher. OK? Et l'expérience, elle ne sera pas agréable. D'accord? Donc, si par exemple, j'ai 2 côtés de mon triangle qui sont grands, mais que le troisième, il est très petit, la surface du triangle, elle sera aussi très petite. D'accord? Donc, moi, ça m'est arrivé, d'ailleurs, je le pensais, on a tous pensé ça, que par exemple, certains écrivains célèbres pensent qu'ils peuvent prendre la parole en public et qu'ils peuvent prendre la parole sur scène parce qu'ils ont une capacité à avoir à la rédaction un super contenu. Maintenant, quand j'ai fait monter sur scène des écrivains parce que j'avais trouvé leur bouquin intéressant, dans 80% des cas, la prestation elle était ennuyeuse et la plupart du temps, les gens portaient leur attention ailleurs. Okay. Après, maintenant, il va y avoir certains acteurs
qui ont joué dans des films et qui pensent aussi qu'ils peuvent super bien s'exprimer sur scène parce qu'ils ont réussi dans des films ou dans des séries. Okay, mais si ton contenu il est médiocre, tu vas échouer. Okay, en fait, la plupart des gens, ils échouent parce qu'ils ne prêtent pas suffisamment attention aussi à la notion de contexte. Okay, et là, c'est vraiment la logique de cadre. Le cadre, c'est surtout, certainement, parfois le côté le plus important et pourtant, c'est le plus négligé du triangle. C'est ce qui... c'est ici, en fait, qu'on va commencer notre voyage dans le monde oratoire, c'est-à-dire prendre contact avec la salle, savoir qui est mon public, à qui je m'adresse, comment je vais le faire. Si je dois parler à... Ça m'arrive parfois d'intervenir auprès d'écoles ici à Tel Aviv, parce qu'on me le demande et que les personnes qui me le demandent, je les adore. Je ne vais pas vous douter bien que je ne vais pas m'adresser à des adolescents avec le même langage que les adolescents, qu'avec des personnes qui sont parmi le top 20 du CAC 40. Oui. Donc, il faut que je prenne en compte le contexte. Après, il faut que je prenne en compte la salle dans laquelle je suis. Si tu as une salle de 150 personnes et qui sont 25 et qui sont répartis partout dans la salle, eh ben, vous allez voir que même si vous faites de l'humour et que votre humour il est drôle, personne rigole. D'accord ? Donc ça, ce triangle-là, ça s'apprend, il faut commencer à apprendre à le travailler de façon magistrale. Ça va être la première chose. La deuxième, je vais vous apporter une autre triade. Moi, j'aime bien les triades. Ok. L'autre triade, c'est vous avez tous été bonnes, dans des matières à l'école où vous aviez des personnes passionnées, passionnantes et positives. Passionnées, passionnantes et positives. Donc, excusez-moi de vous dire que si vous n'êtes pas passionné par ce que vous dites, vous ne pouvez pas être passionnant. Si vous n'êtes ni passionné ni passionnant, ça sera difficile de dire des choses intelligentes et positives autour de ce que tu donnes. Et quoi qu'il arrive, tu n'intéresseras personne. Regardez, vraiment, si vous faites un petit flashback en arrière dans votre vie, vous allez vite vous rendre compte que les profs qui ont été passionnants, passionnés, positifs, vous ont mis sur la voie et vous ont donné envie de suivre cette voie. Ok ? Donc, qu'est-ce que je peux faire pour être passionné à ma matière ? Est-ce que je suis un passionné de ce que je donne ? Ok ? Maintenant, vous allez voir des choses, par exemple. Il y a une journaliste qui m'a interpellé cette semaine sur ChatGPT et la création de contenu sur les réseaux sociaux. Oui. Elle me disait, maintenant, vous savez qu'on peut créer du contenu et n'importe qui va pouvoir le délivrer. Et je dis, vous avez raison de dire n'importe qui, en fait. Parce que n'importe qui ne peut pas captiver quelqu'un. Vous savez qu'une grande partie de notre communication, elle est liée à notre langage non verbal. Donc, ce langage non verbal, lui, là, tu ne peux pas le tromper. Okay, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui me disaient, l'autre jour, on m'a proposé de reprendre toutes mes formations et de les mettre avec mon avatar. Mais vous allez voir que si vous faites ça, la formation, elle va être nulle. Pour la simple et bonne raison, c'est que moi, en tant qu'individu, je ne transmettrai rien. Voilà, je ne transmettrai rien. Et cette transmission, elle passe par mon langage non verbal. Elle passe par l'authenticité et ce qu'on appelle la congruence, c'est-à-dire vraiment cette capacité que j'ai d'avoir un lien très fort entre ce que je dis et la façon dont je le dis. Par exemple, si je vous dis, vous savez, moi aujourd'hui, je suis très enthousiasmé, je suis très heureux de participer à cette réunion parce que je pense que je peux vous transmettre toute mon énergie. Vous allez dire, David, la prochaine fois que tu fais une conférence, évite de prendre un Prozac juste avant, quoi. Okay. Parce que vous allez dire, il y a un truc qui n'est pas cohérent. Par contre, si je vous dis franchement, c'est un kiff d'être là aujourd'hui avec vous. J'adore, d'abord parce que je trouve génial que vous preniez le temps de vous intéresser à cette prise de parole en public qui est, selon moi, l'une des ressources les plus importantes qu'on doit apprendre à développer aujourd'hui dans notre vie pour passer à un niveau supérieur. La façon dont je le dis et les gestes et mes micro-mouvements, mes macro-mouvements, bref, ce qu'on appelle l'intelligence universelle du corps, va vous transmettre et va assurer ce que je suis en train de dire. C'est aligné. C'est vraiment en alignement. On est en congruence, d'accord ? Donc, même si tu as du bon contenu que ChatGPT t'a pissé en 5 minutes, tu ne l'as pas intégré. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, les personnes sentiront que tu as de l'information, mais ne sentiront pas l'authenticité du vécu. Okay ? Et donc, la transmission ne sera pas bonne. Je vais vous raconter une histoire qui est intéressante parce qu'elle vous explique toute la puissance du lien et de la force de la communication. Aux États-Unis, il y a de ça 7 ans, il y a une société qui a sorti en grande pompe
un nouveau médicament pour les personnes qui avaient des difficultés d'acidité dans l'estomac. Les tests de départ montrent que le médicament il est efficient à plus de 87%. Et donc, ils ont commencé, après ces tests génériques, à proposer à des médecins de savoir s'ils voulaient participer aux tests réels de clientèle sur le marché. Parce qu'aux États-Unis, la Food and Drug Administration, d'abord le test au sein privé, ensuite le test avec l'accord des médecins et des patients qui veulent servir de cobaye. Et ils vont faire deux choses, tester le produit et tester un placebo, pour être sûr que le produit il est meilleur que les autres. Donc, il y a un tas de personnes qui ont dit, OK, donc les médecins ont vanté les produits, on dit, voilà, écoutez, on a un produit qui fait plus de 87%, ça a l'air d'être une révolution, les effets secondaires sont beaucoup moindres que les autres produits qui sont proposés. Est-ce que vous voulez faire le test? Naturellement, les patients se sont jetés dessus et le test, plus de 87% réussite. Ensuite, ils ont dit, bah voilà, maintenant, il faut qu'on passe au placebo. OK? Donc, les mêmes médecins ont pris dans leur clientèle des personnes qui avaient ce même problème et proposé un placebo. Là, on était aux alentours entre 49 et 52%. Donc, tous les médecins de dire, ce produit, il est incroyable. Maintenant, vous devez savoir que le laboratoire pharmaceutique a fourni aux médecins les premières pilules étaient déjà des placebos. Okay. Et c'est là où on s'est rendu compte que finalement, le placebo n'a rien à voir avec le produit, mais à la capacité que le médecin croyait réellement dans la guérison par ce produit. Oui, donc c'est l'intention. C'est vraiment l'intention. L'intention et la communication, c'est-à-dire que la foi qu'avait le médecin dans le produit et la certitude que c'était un produit qui était génial et la relation forte que le patient il avait avec son médecin qui considérait que son médecin était quelqu'un d'exceptionnel et qui lui proposait une vraie opportunité, c'est ça qui faisait l'effet placebo. Donc on se rend bien compte que la transformation, le changement de croyance, et c'est ce que nous cherchons quand on donne des conférences, c'est qu'on amène les personnes à se dire, tiens, et si je pouvais regarder les choses différemment, si je pouvais prendre un regard différent sur ma problématique, sur mon sujet, ça changerait tout. Et bien, on s'aperçoit que ça, là, c'est lié à la conviction personnelle que nous avons de croire en quelque chose. Et ça, là, il n'y a pas un chat GPT, il n'y a pas un avatar qui pourra te remplacer. Rien. Et c'est pour ça que s'il y a des domaines qui ne peuvent être remplacés dans le futur, c'est tous les métiers de l'accompagnement one-to-one, où il y a une relation, ce que les hindous appellent d'atma, c'est-à-dire d'âme à âme, okay, une relation dans laquelle, finalement, je vais voir à travers mes neurones miroirs ce qui se passe, parce qu'avec un avatar, vous avez 0 neurone miroir. OK. Voilà. OK. Juste, donc ça, je me permets de t'interrompre une seconde. Tu parlais de l'intention, justement. Quelquefois, on a l'intention. On est très nombreux à vouloir, effectivement, faire passer un message, et on ne sait pas pourquoi. Le jour J, le message qu'on veut faire passer, en fait, c'est-à-dire, il est là, normalement, et nous, on est là. C'est-à-dire qu'on a essayé de trouver les bons mots, on a révisé pendant quelques jours, quand même, pour bien se préparer et avoir une super présentation hyper bien ficelée. Et puis le jour J, on ne sait pas pourquoi, ça capote. Comment en fait, vous savez tous pourquoi. Vous savez tous pourquoi. En fait, il y a deux raisons générales à ça. Mais inconsciemment, la plupart des gens le savent. Ou alors, votre niveau de préparation, il n'était pas suffisamment élevé. OK ? D'ailleurs, il faut comprendre que l'intelligence émotionnelle, pour la comprendre, on l'inverse. D'accord ? Ça veut dire que nos émotions, elles sont intelligentes. Par exemple, avant d'avoir ma fille, moi, je m'adonnais à un sport que j'aimais beaucoup, c'était de sauter en parachute et on faisait des figures avec des potes en l'air. Okay ? Et puis, je passais une grande partie de mes vacances à faire du parapente. Puis bon, j'ai eu 2-3 petits trips et je me suis dit, le jour où j'ai un enfant, il faut que j'arrête parce que s'il m'arrive quelque chose, voilà. Maintenant, quand vous préparez votre matériel avant de faire un saut, vous le contrôlez 3 fois. Okay ? Vous contrôlez 2 fois vous-même et vous contrôlez le matériel de la personne qui va sauter avec vous. Et cette même personne contrôle le vôtre. Donc, on a une double responsabilité. Pourquoi je contrôle ce matériel ? Parce que j'ai peur qu'il ne s'ouvre pas. D'accord ? Donc, il faut comprendre que la peur, c'est quelque chose d'intelligent qui est là pour nous préserver d'un incident qui pourrait arriver. D'accord ? Ça veut dire que la peur, c'est quoi ? C'est tu n'es pas suffisamment préparé pour un événement à venir. Donc déjà, je vous le dis, la plupart des personnes qui pensent être préparées ne le sont pas parce qu'elles ne savent pas se préparer.
Et préparer une conférence, c'est un métier. Il y a une technique. Préparer une conférence, c'est un métier. Vraiment. Il y a une vraie technique. C'est une vraie technique et il y a des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire. Okay, ça, c'est la première chose. Donc déjà, moi, ces personnes qui me disent je me suis préparé, je n'ai pas de doute sur le fait qu'elles aient fait des choses pour se préparer. Mais une fois encore, donner une conférence, s'improviser conférencier, moi, je vois souvent des personnes qui m'envoient sur leur CV qui sont auteurs, coachs, conférenciers. Non, c'est pas parce que tu as fait une prise de parole en public une fois que tu es un conférencier. Le jour où tu te seras tapé 500, 600, 1000 conférences et que tu auras eu des grosses galères pendant les conférences, avec la lumière qui s'éteint, avec le support PowerPoint sur lequel tu avais tout misé et qui vient de disparaître, là, tu comprendras ce que c'est. Ça sent le vécu, mais alors... Si tu savais. Voilà. Et donc déjà, il faut professionnaliser son approche tout le temps. Okay. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ce qui peut vous paralyser, c'est naturellement les émotions et ce qu'on appelle le trac. Alors pour ça, une fois encore, je vais vous apprendre quelque chose sur le trac. Un jour, je donnais une conférence au sein du cours Florent à Paris. Et justement, je donnais une conférence sur le langage non verbal. Et j'expliquais qu'un bon acteur, il avait cette capacité d'avoir des items de mensonge quand il mentait dans son rôle, s'il l'incarnait vraiment. Donc, ça que vous devez comprendre. C'est qu'à partir du moment où j'incarne qui je suis hyper cohérent dans tout ce que je fais. Et puis, il y a une jeune demoiselle qui m'a dit « Ok, et le trac alors ?» Parce que nous, on est tous paralysés de temps en temps à cause du trac. Et parfois, ça nous empêche de donner des prestations exemplaires sur scène. Et j'ai en fait, vous êtes paralysé par le trac parce que vous ne savez pas ce que c'est. Je vais vous expliquer. Donc, j'ai posé une question à ce groupe-là. Je leur ai dit, voilà, quand vous avez du trac, c'est quoi les signes de manifestation que vous avez le trac? Donc, les personnes vont dire, j'ai le cœur qui bat vite, je ventile plus fort, je sue des mains. Ok, on va prendre juste ces symptômes-là et on va voir maintenant. Effectivement, quand j'ai le trac, je vais avoir une accélération de mon rythme cardiaque. D'accord. Cette accélération du rythme cardiaque va déclencher une chose immédiate, deux choses même. La première, une irrigation beaucoup plus puissante du sang et de l'oxygène vers ton cerveau. D'accord. Ce dont tu as besoin pour avoir accès à la mémoire et à faire des connexions et être alimenter aussi le cortex préfrontal qui va te permettre de t'adapter lors de ta prestation. D'où le trou de mémoire qui peut arriver. Exactement. Souvent, les trous de mémoire, ils sont liés justement parce qu'on a un niveau de stress trop élevé et ce stress va générer une constriction au niveau vasculaire. Et du coup, en fait, je n'ai plus obligatoirement accès à mon cortex préfrontal. Parce que ce stress, en fait, je vous expliquerai après le système amygdalien si tu veux, mais le stress, il est lié au fonctionnement de l'amygdale. Mais quand mon cœur bat plus vite, en fait, le principe de base, c'est que grâce à ça, j'irrigue mieux mon cerveau. Ok. Ensuite, quand je ventile un peu plus fort, ça va me faire deux choses vont se passer. Je vais ouvrir ma cage thoracique et je vais lever ma tête. C'est systématique. Quand tu ouvres ta cage thoracique, tu augmentes ta caisse de résonance. Quand tu augmentes ta caisse de résonance, tu lèves ta tête, tu parles et en fait, tu peux toucher un public beaucoup plus loin. Ok. En fait, on va se rendre compte que, et puis si je suis des mains, eh ben, bouge tes mains. Et on va vous dire en communication que plus vous allez utiliser vos mains, quelqu'un qui planque ses mains, il n'y a rien de pire. Quelqu'un qui n'utilise qu'une seule main, il n'y a rien de pire. Mais les gestes parasites, David, voilà. Les gestes parasites, des fois, tu es un peu nerveux, et puis du coup, ça part un peu dans tous les sens, et au lieu de parler, en fait, les mains, elles doivent bouger pour que les deux, justement, affirment ce que tu es en train de faire. Pourquoi? Bon, cerveau droit, cerveau gauche, la partie droite dirige la partie gauche du corps, la partie gauche du cerveau, la partie droite. D'accord? Donc, tes deux mains, elles correspondent à deux parties de ton cerveau. Si tu n'en utilises qu'une seule, tu envoies un langage non verbal qui correspond à celle-ci. Si par exemple, je communique avec ma main droite, eh ben, en fait, vous allez recevoir des informations et je vais appuyer que mes informations qui sont liées à mon cerveau gauche. Okay. Si j'utilise mes deux mains, je vais avoir une communication qui est beaucoup plus globale. D'accord? Donc, c'est ça qui est très important à comprendre. C'est que
En fait, le trac, c'est une fonction corporelle pour vous préparer à parler en public. Le problème, c'est que comme je considère le trac comme une menace, c'est interprété par mon cerveau comme tel et ça envoie l'information à l'amygdale. Et du coup, l'amygdale, elle se met en mode survie. Et le mode survie, c'est la fuite, l'agressivité ou le gel. C'est pour ça que le gel, la plupart du temps, j'arrive pas à parler. D'accord? Ou alors, je vais parler très très vite pour expédier mon truc. Ou alors, au dernier moment, je dis écoute, je peux pas, je me sens pas bien, je peux pas y aller. D'accord? Ouais. Et ça, comprenez une chose, c'est juste la perception que vous avez du trac. Si vous considérez le trac comme un outil fabuleux pour augmenter votre niveau de vigilance et pour vous permettre de parler en public, cette simple perception fait que lorsque vous ressentez du trac, c'est plus traité par l'amygdale, mais par le cortex préfrontal qui va commencer à se rappeler de tout ce que vous avez préparé en amont. Aujourd'hui, deux choses. La préparation prime l'action. Voilà. Moi, je préfère une conférence qui est bien préparée et mal jouée, plutôt qu'une conférence qui est mal préparée et bien jouée. Bien jouée, c'est l'écume des jours, mais il n'en restera rien. Voilà. Ça sera séduisant, le gars sera peut-être drôle, la sera peut-être sympathique, mais dans une semaine, un mois, quand tu poses, tu as retenu quoi de la conférence? Il n'y a plus rien. Et parfois même après une heure. Donc, on augmente notre niveau de préparation et on considère que le trac, ça n'a rien à voir avec un ennemi, mais un allié qui me permet de me préparer les choses. Il y a une personne qui a dit que le charme n'est pas une séduction superficielle. Et c'est vraiment important. Le charme, ce n'est pas de la séduction. Le charme, ça vient de charisme. Et charisme, ça va avoir deux consonances. D'abord, le charisme tel que l'on le connaît, et ça vient de charas, la cellule. D'accord? Le charme, en fait, c'est l'essence même de ce que vous êtes et que vous devez transmettre. Quand je m'autorise à mettre du charme, en fait, je m'autorise à être moi-même, complètement. Donc, si on comprend ça, et puis, je te donne une dernière triade, comme ça, j'ai répondu à peu près à la question. Rappelez-vous un truc qui s'appelle le GPS. Le GPS, ça, c'est quelque chose que vous devez intégrer. Générosité, présence, sourire. Quand vous êtes sur scène, quand vous faites une vidéo sur YouTube, quand vous êtes invité par une personne telle que toi, et qu'on vous donne la possibilité, l'opportunité d'être en contact avec les gens, c'est un cadeau qu'on nous donne à nous, en fait. D'accord? C'est un cadeau, c'est-à-dire c'est vraiment une opportunité et un honneur qu'on nous donne de dire, OK, tu as des choses à transmettre et on te fait confiance pour ça. C'est énorme. Donc, quand vous montez sur scène, quand vous êtes avec vos clients, quand vous êtes dans une présentation ou quand vous êtes en conférence, peu importe, donnez. Dans notre culture, dans la Torah, on vous dit qu'il y a des donneurs et des preneurs. Un bon conférencier, c'est jamais un preneur. Une bonne conférencière, c'est jamais une preneuse. C'est des donneurs. Vous devez être profondément généreux au fond de vous. D'accord? Et puis, la présence, c'est cette capacité que j'ai d'être heureux d'être là. D'accord? Vivre vraiment l'instant. Mais oui, parce qu'une fois encore, c'est un honneur, c'est un privilège. On a quand même la chance que les personnes nous ont reconnus comme un expert ou une experte. Et c'est aussi une super belle forme de reconnaissance de tout un parcours et de tout un travail qu'on a mis en œuvre. Donc, quand je suis là, je ne dois pas avoir ni honte d'être là, ni avoir peur. Je dois juste avoir envie de donner, quoi. Voilà. Et ça va envie de donner. Pardon, je t'ai coupé. Ça me permet de te poser une autre question, justement, avec tout ce que tu exprimes par rapport au regard des autres, justement. Ce qui nous déstabilise très souvent, c'est le regard de l'autre, c'est comment on va être, justement, jugé. On a souvent, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, on en parlait pendant notre déjeuner, il y a beaucoup, en fait, d'amour sur les réseaux sociaux, d'une manière générale, mais il y a aussi beaucoup de haters, beaucoup de personnes qui vont prendre position, qui vont être extrêmement tranchantes. On peut en fait difficilement réussir à se détacher. C'est un vrai travail en fait de réussir à se détacher de ce qui se dit. En bien, c'est super, ça passe très bien. Par contre, en mal, c'est vrai qu'on a tendance à le prendre. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est une tendance actuelle. On a tendance à prendre en pleine face en fait des remarques qui peuvent être très négatives. Comment on peut faire en fait pour gérer ça concrètement?
Alors, tu as 2 choses par rapport à ça. La première, par exemple, si une personne vient voir après une conférence pour me dire vous êtes génial, ça m'a beaucoup aidé. La première tendance, parce qu'on reçoit un peu de marque d'attention, c'est de se sentir fier par rapport à ça. D'accord? Puis après, on peut avoir une autre personne qui me dit vous savez, ce que vous dites m'a choqué, j'ai trouvé ça très violent. Ok. Moi, par exemple, un jour, je suis sorti d'une conférence où je racontais qu'une petite amie à moi qui s'appelle Elena, quand j'étais étudiant à l'université, je vous la fais courte, mais en substance, on avait une soirée étudiante et j'étais donc moi en école de psychologie, on avait des copains en école de commerce et puis Elena, elle faisait une école d'architecture. Et donc, on est en soirée étudiante, pizza, sympa, musique, cool, un peu de bière. Et il y a une des jeunes femmes qui est là, qui, pendant un cours dans la semaine précédente, avait essayé avec un hypnotiseur qui était venu, une régression en âge. Elle s'est rendue compte qu'elle avait été touchée par son cousin. Okay, donc, je vous la fais très courte. Elle blâme et tout. Et Elena, qui était là, elle lui dit, tu sais, elle avait avec son accent roumain, elle lui dit, tu sais, c'est pas grave, c'est 2 enfants, vous aviez le même âge. Si, c'est grave, ça peut changer ma vie. Non, 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 c'est pas grave. Et à un moment donné, après le 3e, c'est pas grave, cette nana s'est mise à insulter Elena très violemment. Elena a gardé son sang-froid et lui a dit, tu sais, je vais te raconter mon histoire. Et là, elle a raconté l'histoire où dans son village, les hommes de chez Osuskou sont venus. Je vous passe les détails. Ils se sont toutes fait violer à plusieurs reprises. Enfin bref. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que elle a expliqué que à ce moment-là, elle avait pris plusieurs décisions. Et la première décision, c'était d'être heureuse quoi qu'il arrive. De quitter le pays et de fonder une famille dans laquelle elle serait heureuse. Parce qu'elle avait compris que ces hommes qui l'avaient violée ne voulaient pas simplement prendre sa virginité. Ils voulaient détruire sa vie. Et elle s'était dit, mais si moi, je leur donne ça, en fait, bah, ils ont tout gagné, en fait. Donc, la seule chose qu'il ne faut pas que je fasse, c'est que je tombe dans ce travers. Donc, la pire des choses qui pourrait leur arriver, c'est que je sois heureuse, en fait. Plus que de raison. Et ça se voyait vraiment. Et Elena, elle était toujours d'humeur égale. Vous savez, dès que je lui posais une question, elle avait toujours la même réponse. Elle disait « ça m'est égal ». Et nous, dans notre culture à nous, ça m'est égal, ça veut dire je m'en fous, en fait, la plupart du temps. Mais chez les Roumains, ça ne veut pas dire ça. Ça m'est égal, ça veut dire que je suis OK avec ça, je suis d'humeur égale. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est quand les personnes viennent. Et donc, un jour, il y a des personnes que je raconte cette histoire en conférence qui sont venues me voir. C'était hyper violent, vous ne savez pas. Mais moi aussi, j'ai subi un truc comme ça m'a renvoyé à. J'ai dit, tu sais, l'histoire d'Elena, je ne l'ai pas racontée pour qu'elle soit violente, je l'ai racontée pour que toi, tu puisses l'intégrer. Et que si jamais ça t'est arrivé, tu puisses considérer que peut-être tu peux porter un regard différent sur la chose. Maintenant, tu as trouvé ça violent, ça t'appartient, je comprends. Voilà. Tu as trouvé ça exceptionnel, ça t'appartient, je comprends. Vous savez, moi, par exemple, ma mère, elle a Alzheimer, tu vois. Et elle a Alzheimer, mais au fond, aujourd'hui, elle est connectée avec sa vraie nature. Parce que ma mère, elle a toujours été positive, généreuse, gentille, joyeuse. Même dans la souffrance, elle était joyeuse. Et quand elle me dit ça va le travail, je dis bon, ça va, tu vois, c'est un petit peu compliqué parfois, il faut qu'on s'adapte. Et ma mère va tout de suite, dans la seconde, elle me dit toujours la même chose. David, t'es un génie. Ton père serait fier de toi. Et là, elle part sur une Lituanie pendant 10 minutes sur il est fier de toi, il te regarde de là-haut, machin truc. Franchement, si j'ai un problème de confiance en soi, j'appelle ma mère. Vraiment. Maintenant, vous comprenez bien que ma mère, elle n'est pas objective, quoi. Ma mère, pour elle, j'ai réussi le jour où je passais à la télé et que j'étais interviewé par Élodie Gossuin, quoi, qui était Miss France, quoi. C'est pas du tout un critère objectif. Donc les personnes, quand elles vous disent t'es bien, c'est pas bien, c'est pas de toi dont elles parlent. Vous devez comprendre ça. C'est de ce qu'elles ressentent par rapport à leur expérience personnelle. Comment moi, je peux prétendre en 1 heure bouleverser la vie des personnes? Non, non, non. J'ai activé un processus qui est le tien, mais que tu as déjà activé depuis des années. C'est juste que je viens de le réactiver parce que tu l'as entendu de l'extérieur. Donc, quand une personne me dit que je suis génial, bah, en fait, c'est elle qui est géniale. Quand elle me dit que je suis nul, bah, c'est elle qui est nulle. En vrai. C'est le schéma de projection. Et donc, il faut comprendre ça.
Maintenant, je t'avais raconté cette histoire où moi, par exemple, à un moment donné, j'ai eu un show à la télé et j'étais curieux de voir que ça s'appelait Un coach pour changer ma vie. C'était sur France 4. Je tournais 4 jours de 7h à 22h et on gardait que 27 minutes. Ok. Et les gens me jugeaient sur ces 27 minutes. En disant oui, ce que tu fais, c'est pas possible, c'est du mytho, c'est du bullshit. Ouais, les gars, tu sais pas que j'ai passé plus 8 heures et sur les 8 heures, j'ai passé 5 heures sous hypnose, quoi. Donc, tu n'as pas vu tout ce que j'ai fait. Cette personne, j'ai passé 4 jours complets avec elle. Si on l'avait réduit ça à un accompagnement psychologique, c'est comme si j'avais passé 1 an de coaching avec elle. C'est énorme. OK, et c'est de l'intensif et on y va. Et puis, en plus, j'avais les moyens de la télé. C'est-à-dire que quand j'avais quelqu'un qui avait peur de l'eau, par exemple, eh ben, je l'emmenais dans une piscine, je l'emmenais sur des torrents, on allait faire de la plongée sous-marine. J'avais tous les moyens de la télévision avec moi. Donc, ça change tout, en fait. Ça change tout. Et pourtant, je voyais des commentaires hyper pas sympas, notamment dans Télérama. Et il y avait un jour un monsieur qui s'appelle Jacques Salomé. J'étais souvent en conférence avec lui sur des colloques. Et il m'a dit, tiens, tu sais, je t'ai vu à la télé, c'était vachement sympa et tout. J'écoute, c'est vachement sympa. Mais par contre, le revers de la médaille, c'est on se fait shooter, quoi. On se fait dézinguer. Ouais. Mais vraiment, les gens sont odieux. Et il me dit, tu sais, David, quand tu prends la liberté de te montrer, tu prends le risque d'être vu. C'est ça. Et tout ce que tu dis sera retenu contre toi. Voilà. Tout ce que tu dis sera retenu contre toi. C'est comme ça. C'est-à-dire que vous trouverez toujours quelqu'un pour interpréter ce que vous dites et le comprendre comme il a envie de le comprendre à travers ou ses dingueries, ou ses névroses, ou ses difficultés personnelles. OK. Et ça vous appartient pas, en fait, en vrai. D'accord? Donc, la seule chose sur laquelle vous devez être au clair, c'est l'intention avec laquelle vous parlez et que vous communiquez. Être clair avec soi-même. Bien sûr. Dans le Coran, par exemple, on te dit tu seras jugé selon la niya. Je trouve bien cette idée. La niya, c'est l'intention. OK? Si ton intention est bonne, le jugement, il est bon. Le jugement divin, il est bon. OK? Si l'intention n'est pas bonne dès le départ, attention, tu vas prendre cher. D'accord? Et on retrouve ça dans toutes les cultures religieuses. Okay, cette notion d'intention. La seule chose avec laquelle vous devez être au clair, c'est quoi ton intention quand tu montes sur scène, quand tu prends la parole, quand tu échanges avec les autres personnes? C'est quoi ton intention? Est-ce que ton intention, c'est de prendre ou est-ce que c'est de donner? Est-ce que c'est de faire grandir l'autre ou c'est de faire grandir toi-même? Est-ce que c'est d'appuyer ton leadership ou de créer un leader? Ça change tout. Tout est une question d'intention. Donc en fait, si une personne elle vient de vous parler comme ça, elle ne vous parle pas de vous en fait. C'est pour ça que si on écoutait les 4 accords Toltec, je vous dirais, ne le prends pas personnellement. Parce que la personne, elle ne te parle pas à toi là. Elle te parle de l'expérience qu'elle vient de vivre. Dans laquelle tu as été un élément déclencheur peut-être. Allez, c'est tout. Voilà. Mais il faut remettre les choses dans le débat, quoi. Tu vois, Complètement. Et aujourd'hui, David, c'est passionnant. Ça t'appartient, quoi. C'est passionnant. Il nous reste une dizaine de minutes. J'ai l'impression que ça fait 5 minutes qu'on a commencé. Je ne sais pas pour nos participants. Alors, ceux qui veulent prendre la parole, éventuellement, vous avez... d'ailleurs, je dis ceux qui veulent prendre la parole, mais ça n'arrête pas, en fait, sur le chat depuis tout à l'heure. Et c'est vrai que j'aimerais bien qu'on puisse prendre quelques questions, si tu veux, David, avant de terminer. Et alors, juste avant de prendre ces questions, tu as une actualité qui est en rapport, justement, avec ce moment entre nous, ce petit moment intime entre nous. Tu as créé justement une formation qui s'appelle Top Speaker. Tu m'as glissé le mot tout à l'heure. Tu m'as dit, écoute, pour tous les participants qui sont membres de Time for Biz, ils peuvent éventuellement avoir un code promo. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement par rapport à ça? Ouais. En fait, je l'ai sorti il y a même pas 3 semaines, 1 mois. Et c'est justement quelque chose sur lequel j'ai travaillé avec mes équipes. On a travaillé ensemble. Ça fait 2 ans qu'on bosse dessus. Voilà. Parce que c'était une très, très grosse demande que j'avais. Et déjà, dans ma formation de coach, moi, on a tout un passage sur comment prendre la parole en public, comment être formateur. Mais il y a de plus en plus de demandes pour faire des conférences, pour donner des conférences ou faire des présentations. Et puis, il y a ces réseaux sociaux là, qui arrivent, qui sont là tous les jours et qui nous demandent finalement de faire de la prise de parole en public. Donc, on a développé, en fait, c'est une double formation. La première, c'est vraiment comment je prépare
vraiment mes prises de parole en public. Et là, on va tout disséquer. Comment je rentre sur scène, comment je prends la salle, les triades qu'on a vues tout à l'heure, chacune d'entre elles, on va les voir. Et on va les développer, on va rentrer dans le détail. Comment je dois raconter des histoires, comment je peux faire rire, sourire. Tout à l'heure, le GPS, c'est le sourire. Et c'est important. C'est important de kiffer, parce que si toi, tu kiffes, ton public, il kiffe. Voilà, c'est comme ça. Comment j'embarque le public du début à la fin, parce que c'est compliqué. C'est moi, j'ai passé des heures et des heures, les fesses posées sur des sièges à l'université ou ailleurs, dans des formations. Et il y a des moments, c'était une torture, quoi. Alors, une mauvaise formation n'est pas à l'abri d'une bonne idée. Donc, je restais jusqu'au bout. Mais quand même, je m'étais dit, mais quand est-ce que ça se finit, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Et ça, là, je m'étais dit, si un jour, je dois enseigner, si je dois donner des conférences, c'est ce qui peut m'arriver de pire. C'est pour ça que je fais beaucoup de storytelling, parce que ça marche super bien, parce que ça interpelle les personnes. Mais une fois encore, faire un storytelling, c'est un métier. De raconter une histoire, c'est un métier, qu'elle soit drôle ou pas. Faire rire, eh ben, ça repose sur certaines composantes. Okay, donc, il y a toute une première partie, une première formation complète sur comment je pourrais devenir conférencier ou conférencière professionnelle et qu'est-ce que je dois mettre en œuvre. Et je vous accompagne du début à la fin, jusqu'à la préparation. Voilà. Et puis, par exemple, je vous dirais que, tu vois, aujourd'hui, tu m'as demandé si je voulais des slides. J'ai dit non. Parce que quand on fait une prise de parole en public, si je commence à vous passer des PowerPoint, vous serez centré sur PowerPoint et plus sur moi. Et ça veut dire que déjà, 50% du message que je vais faire passer va disparaître. Alors que si je connais bien ma matière, si je suis bien présent avec vous, que je sais de quoi je parle, que je le fais avec passion, et bien là, vous allez saisir une grande partie de mon message. En tout cas, beaucoup plus que 80%. D'accord? Donc, c'est important de comprendre que ça, là, c'est une fois encore, c'est un métier. Et puis après, il y a une deuxième partie de la formation qui, elle, repose sur tout ce que tu me posais comme question tout à l'heure autour de la peur. OK? Parce que finalement, la prise de parole en public, vous devez savoir que c'est l'une des 4e peurs fondamentales. D'accord? On a la peur de mourir, la peur de perdre un être cher, la peur de la maladie et la peur de parler en public. C'est un truc de fou. C'est la 4e chose, la 4e peur fondamentale, c'est de parler en public. Donc, imaginez demain que vous faites péter cette peur-là, et ben en fait, vous avez accès à un nouveau monde qui s'offre à vous. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'opportunités. Moi, depuis que j'ai accepté l'idée que il fallait que je transmette mes connaissances et que du coup, il fallait que je sois opposé à un public, okay, en tout cas, exposé à ce public. Ça a littéralement changé ma vie parce que vous rencontrez des experts, vous rencontrez des opportunités, vous êtes reconnu comme un expert. Okay. Ça veut dire que votre business, après, vous ne posez pas la question de savoir s'il va être florissant. Si vous êtes connu comme un expert dans votre industrie, et les personnes se retourneront immédiatement vers vous. Okay. Et voilà. Et ça, je conseille de prendre la parole. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Un dirigeant d'entreprise ou un entrepreneur doit prendre la parole pour effectivement se crédibiliser sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas être un leader si tu ne sais pas parler en public. Voilà. Il y a des moments où, même avec 2-3 personnes, tu dois savoir les embarquer, même si tes collaborateurs les plus proches. Après, ça va être en situation de client. Mais regardez, vous savez, moi, je raconte toujours cette histoire, mais quand on me pose la question, alors d'abord, comprenez une chose, c'est que tous là, on sera tous minimum 5000 fois dans notre vie en position de leadership. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la façon dont je vais communiquer peut changer l'orientation de vie de l'autre personne. C'est ça, une position de leadership. 5000 fois. Et quand vous avez ces opportunités-là, vous avez intérêt d'être bon, en fait. D'accord? Il faut savoir comment passer votre message et être hyper percutant ou percutante. Maintenant, c'est pareil pour vos enfants. Tous ceux qui ont des enfants ici, je vais vous dire une chose. Vos enfants, on leur présentera au minimum 7 fois des drogues dures. C'est le minimum. 7 fois. 7 fois. Rassurant. 7 fois. Des drogues dures. Mais des drogues dures, pas simplement du shit. Je vous parle de drogues dures. Alors là, la question, c'est leader ou dealer. Si tu as été un bon leader pour ton enfant, que tu l'as bien cadré sur ce qui était bien, pas bien, et sur le fait d'avoir une vision du monde, de ce qui peut l'embarquer demain, si tu as été un bon leader pour ton enfant, quand le dealer il va débarquer, il va lui proposer des choses pour améliorer son quotidien, sa vision du monde, il dira non. Si
Tu n'as pas été un bon leader pour ton enfant. Quand le dealer, il débarque, il dira oui. D'accord? Et pourtant, c'est les mêmes nuances. C'est toute la nuance. OK? Donc, on se doit de savoir aussi communiquer, tout simplement, vis-à-vis des personnes. Et parler en public, c'est apprendre à communiquer à l'excellence avec une ou plusieurs personnes. C'est apprendre à renforcer sa confiance en soi. Parfois, il y a des personnes qui me disent, mais qu'est-ce que je peux faire pour augmenter ma confiance en soi? Va parler en public. Va parler en public. Dès que, moi, par exemple, quand je vous ai raconté cette expérience où j'ai fabriqué de l'huile, et que, faut quand même que vous sachiez qu'à la fin des 9 mois, j'avais tellement bossé sur ma forme que j'ai eu des retours dithyrambiques. Et que cette même société a été mon client pendant presque 20 ans. Je veux que vous le sachiez, ça. D'accord? Et puis après, dès que tu me demandais de prendre la parole en public, je dis toujours oui. Je dis toujours oui. Voilà. Aujourd'hui, je fais très attention. Je ne veux pas dire oui à tout le monde. Donc, je vais vraiment sélectionner les personnes à qui je dis oui. OK? Et si les personnes sont sérieuses, qui font un super travail, comme c'est le cas pour toi, eh ben, je le fais. Mais sinon, je fais attention. Donc, voilà. On a créé Top Speaker. Ça a super bien marché. Et en fait, avec le code promo, vous pouvez avoir le prix de lancement qu'on a fait sortir il y a 3 semaines. Là, il est noté dans le chat. Hein. Je viens de noter dans le chat. Je t'écoutais attentivement et je notais en même temps. J'essayais de me concentrer. Donc voilà, donc on a donc, vous avez un lien. La formation, elle fait 997 €, mais vous avez 400 € de remise parce qu'on a fait un prix de lancement promotionnel. Vous avez exactement ce prix-là pour tout le monde. Fabuleux. On a hâte de découvrir et de te rejoindre sur cette formation. Et juste, étant donné que c'est une première pour nous, d'avoir un invité de ton talent et de ta... Voilà, tu nous as embarqué encore une fois. Je te dis, c'est passé en l'espace, j'ai l'impression que ça fait 5 minutes qu'on a commencé. Le sujet est vaste, le sujet est très large et puis on a tellement de choses à se dire sur plein de choses, sur plein de sujets différents. Donc, moi, ce que je voudrais, en fait, c'est déjà te remercier au nom de tous les participants qui sont là ce matin, qui suivent d'ailleurs attentivement aussi un certain nombre de webconférences qui ont eu lieu dans le cadre de la Semaine des entrepreneurs. On est ici, nous, à Tel Aviv. On a beaucoup de monde qui viennent de partout, des 4 coins du monde, du Canada, de la France, de la Belgique, de la Suisse. D'ailleurs, on vous fait un petit coucou, on vous embrasse. Et si toutefois vous voulez en savoir plus, donc allez très rapidement sur le site effectivement de David. J'ai mis donc toutes les coordonnées sur le chat. Je vous invite également à nous rejoindre sur Time4Biz pour ceux qui peuvent effectivement suivre à distance les informations et les réseaux sociaux. Je vous invite à nous rejoindre également sur Instagram. Et d'ailleurs, je te propose un truc, David, et je propose à tous les participants qui sont là, étant donné qu'il nous reste 3 minutes, c'est de faire un petit selfie en mode distanciel qu'on va pouvoir publier chacun sur nos réseaux sociaux. Je vais vous donner d'ailleurs les hashtags. Je vais vous donner le compte. Alors, le compte de David, c'est @, je vais vous le noter dans le chat, @coach David Lefrançois. Je vais tout vous noter. Déjà, on va se faire un petit selfie ensemble. Regarde, tiens, David, fais-moi un super sourire. Voilà. Je vous invite à tous faire pareil, à noter le compte, le profil d'Instagram de David. Je vais noter également le profil de Time4Biz. Et puis, on met ça très, très vite pour d'autres projets ensemble au niveau de l'entrepreneuriat. On a plein de sujets à discuter, plein de sujets à évoquer. Et on continue cet après-midi pour la Semaine des entrepreneurs. On remercie également i24 News qui nous propulse dans cette dynamique-là. Et David, merci beaucoup pour ton temps. Merci parce que je sais que tu es en plein déplacement à droite à gauche. Donc, tu as trouvé du temps pour nous. Donc, un grand, grand merci. Écoute, pour les personnes qui font des choses de qualité comme vous, je trouverai toujours le temps. Voilà. Merci aussi à ces personnes qui sont des entrepreneurs et qui ont besoin justement de se réunir, d'avoir accès à des experts. C'est top. C'est top. C'est vraiment... voilà. Je ne pouvais pas dire non à ton initiative parce que je vois le travail que vous réalisez, ce que vous faites. C'est super quali. Des réseaux d'entrepreneurs, il y en a pas mal, mais celui-ci, franchement, je le vois, il ne fait qu'augmenter, il grandit, il y a de l'intelligence. Et tu sais, moi, j'ai apprécié aussi chez toi, c'est que tu es une donneuse. Voilà. Ah, moi, je donne. Avec tu donnes un max. Et moi, je pense que quand on voit quelqu'un qui donne, c'est important de lui rendre. Voilà. Bah, écoute, je suis très touchée. Très, très touchée. Et si tu veux prendre une petite question éventuellement dans le chat avant qu'on termine, il nous reste 2 minutes. Ou voilà, si quelqu'un veut poser une petite question juste avant qu'on termine, parce que malheureusement,
On a parlé de beaucoup de choses et c'est vrai qu'on n'a pas pris de questions du chat. Donc, voilà, s'il y a quelqu'un qui veut éventuellement prendre la parole juste avant qu'on se quitte, n'hésitez pas. Il y a une personne Merci qui du m'a demandé feedback. tout à l'heure si je pouvais transmettre, c'est un outil pour renforcer la confiance en soi. Ah, D'abord, je vais vous dire un truc. Prenez un peu plus de risques dans votre vie. Ne vous mettez jamais en danger, mais prenez des risques. D'accord? Ce qui vous empêche parfois d'avancer, c'est la peur. Et tout à l'heure, j'ai expliqué la peur avec la logique de l'amygdale. D'accord? Mais l'amygdale, elle est apprenante, en fait. L'amygdale, elle n'est pas figée. Ça veut dire que si, par exemple, demain, vous devez parler en public et que vous souhaitez vraiment parler en public, ne commencez pas avec 2000 personnes. OK? Exposez-vous avec 3, 4, 5 personnes, notamment des personnes de votre entourage, et expérimentez justement la préparation que vous avez faite, ayez un retour, et vous allez voir que on appelle ça la thérapie par exposition, hein, mais la thérapie par l'exposition, elle est vraiment super parce que l'amygdale, si elle donne par exemple une conférence devant 10 personnes qui sont des aficionados qui vont nous soutenir, elle se dit bah, finalement, non, ouais, on peut parler en public et c'est OK. Alors après, je vais passer à 20, 30, 50, et puis une fois qu'on a fait 50 et 100, bah, vous allez voir que 200, 2000, 5000, ça ne change pas grand-chose en fait. Et puis surtout, vous savez quoi? Quand vous êtes sur scène, faites-vous plaisir. Amusez-vous. Voilà. Moi, quand je suis sur scène, je suis avec mon enfant libre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si je bafouille, si je dis une connerie, eh ben, il n'y a pas mort d'homme, je me reprends. Vous savez, par exemple, les vidéos que je fais sur YouTube, je fais qu'une seule prise. Et je ne fais pas de montage. On fait un montage, on croppe au début, on croppe à la fin. Parfois, on va faire du scropping pour que ça donne une dynamique à l'image, mais on ne fait jamais de montage. Je ne coupe pas les E. Si je dis une connerie, si je bafouille, eh ben, je suis un être humain. Et dans la vie réelle, je ne me ferai pas un montage. Il n'y a pas de montage dans la vie réelle. D'accord? Donc, soyez super authentique. Soyez vous-même, ok? Et puis soyez vulnérable, c'est-à-dire que cette histoire du self-made man qui a réussi, où le mec il est plus fort que tout au monde, ben non, je me suis planté, j'ai fait des erreurs, j'ai monté des entreprises, j'en ai monté 7, j'en ai planté 3, vous imaginez? Presque la moitié. Enfin, donc voilà, donc moi je pourrais vous dire combien je suis un expert en échec. Voilà, je suis un expert en échec. Voilà, et c'est ok. Et c'est parce que je suis un expert en échec qu'aujourd'hui, quand je parlerai de réussite, bah, je sais aussi de quoi je parle. Et ça, c'est important. Donc, tant que vous restez vous-même, tant que vous êtes authentique et que vous acceptez cette vulnérabilité de ne pas être parfait, de ne pas être parfaite, et que bah, vous apprenez à rire de vous-même. Je terminerai là-dessus. Bernard Shaw disait « Depuis que j'ai appris à rire de moi-même, je ne m'ennuie plus jamais ». Bah, franchement, moi, je me marre tous les jours et je ne m'ennuie pas. Parce que c'est comme ça. Donc, faites-vous du bien, faites-vous plaisir et tout ira bien. Voilà, c'est comme ça. Bravo, merci. Avec plaisir. J'espère à très vite. On t'embrasse. On vous embrasse tous. Je vous souhaite à tous une très, très belle réussite. Vraiment. Merci à toi aussi. Beaucoup de succès et à très vite sur Top Speaker. Avec plaisir et bonne semaine. Bonne semaine à vous. Salut.